Expliquer un peu donc ce sont deux livres qui ont paru l'an dernier, l'un chez Duno et l'autre Belles Lettres, pour expliquer un peu ce qui est à l'origine de ces deux livres, qui sont assez complémentaires, puisque l'art de convaincre est évidemment une partie importante de l'art de diriger. Donc voilà, mon double parcours en est à l'origine. Alors d'abord, comme travail, j'évalue et je développe des dirigeants, notamment ce qu'on appelle des assessment centers, aussi du coaching, de la formation, pour des acteurs, des clients très variés. Et je suis très intéressé par la question du leadership. Donc tout le monde n'est pas fait pour être un leader, ça ne rend pas tout le monde heureux de diriger une équipe. Et c'est intéressant, me semble-t-il, de se poser la question de qu'est-ce qui fait que certains savent trouver ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire pour diriger des équipes, pour inspirer leurs collaborateurs. Et puis, donc ça c'est un intérêt qui est lié à mon activité professionnelle. Et puis par ailleurs, j'ai une formation donc, classique, je fais beaucoup de grec ancien, de latin à la Sorbonne et ailleurs. Et je me suis posé la question suivante, dans quelle mesure peut-on appliquer à ces textes antiques, à ces grands dirigeants antiques qu'on trouve trace dans les textes, des concepts contemporains comme les compétences, les motivations qui nous servent aujourd'hui pour évaluer, recruter des personnes et des managers en particulier. Voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on peut le faire? Et aussi la question qui est liée, c'est qu'est-ce que ces textes anciens ont à nous apprendre sur d'éventuelles permanences du leadership et de l'art de convaincre, puisqu'on peut supposer que si ces textes écrits il y a 2000 ans sont toujours pertinents, ils donnent des conseils vraiment valables. Alors ma méthode est très simple, elle a consisté à parcourir la littérature gréco-latine, ce qui est assez vaste. Alors pour donner un ordre de grandeur, on pourrait faire tenir l'ensemble de la littérature grecque et latine sur ce mur, je dirais à peu près. C'est quelques centaines d'auteurs qu'on peut trouver par exemple à la librairie Budé à Paris, dont sont des textes en grec ou en latin. Et ce qui subsiste est une part assez mineure de ce qu'il y avait à l'époque. Pour donner un exemple, Sophocle, par exemple, un des grands auteurs qui parle notamment de leadership, il subsiste 7 tragédies de lui, il en a écrit 100. Donc ça donne un ordre de grandeur. Donc ce sont des textes, ceux que je rassemble ici dans Imperator, donc sur l'art de diriger, ce sont des textes d'historiens, de philosophes, de poètes, de fabulistes, et qui nous parlent du leadership. Et dans l'ouvrage sur l'art de convaincre, que vous avez devant vous, ce sont des textes de grands théoriciens et praticiens de l'art de convaincre, ce qu'on appelait la rhétorique, du mot grec, l'art de la parole. Et là, en l'occurrence, je me suis concentré sur 4 grands auteurs, je reviendrai par la suite dessus, Aristote, Quintilien, Cicéron et Démosthène. Alors, je vais commencer par vous présenter, dire quelques mots sur l'art de diriger, de mon point de vue. Alors, commencer par quelques différences, parce que c'est vrai ça peut être une illusion un peu de se dire que c'est exactement pareil il y a 2000 ans que ça l'était maintenant. Alors, il faut d'abord rappeler que les sociétés antiques, sachant que société antique, c'est un espace-temps considérable. Ça commence, les textes qu'on a commencent au moins au 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 6e siècle après. Le monde gréco-romain, qui est aux origines du nôtre, commence en Grande-Bretagne, et on peut trouver des textes grecs jusqu'en Afghanistan, par exemple, après la conquête d'Alexandre. Donc c'est un espace énorme, avec plein de sociétés très différentes. Mais voilà, si on peut généraliser un peu, et si on regarde les dirigeants, si on s'intéresse à l'art de diriger l'Antiquité, on peut souligner tout d'abord qu'on est aujourd'hui dans une société beaucoup plus égalitaire. À l'époque, c'était des différences sociales très importantes, la plus importante bien sûr étant celle entre les hommes libres et les esclaves. Donc à l'époque, si on a calculé qu'à l'époque d'Auguste, il y avait 7 millions d'habitants en Italie, pour donner un chiffre, dont 3,5 millions étaient esclaves. Évidemment, ça n'a rien à voir de diriger des esclaves que des hommes libres. Ensuite, une autre différence, c'est que les leaders, c'était des hommes, quasi exclusivement. Donc à l'époque, le statut de la femme est très différent d'aujourd'hui.
et les femmes sont surtout cantonnées à la sphère privée. Ça n'empêche pas qu'il y a certaines grandes reines qui ont marqué l'Antiquité, comme Cléopâtre en Égypte, Zénobie à Palmyre, éventuellement Aspasie en Grèce, mais souvent elles sont restées dans l'histoire dans la mesure où elles ont pu influencer les hommes. Donc voilà, on peut dire que la parité dans les conseils d'administration n'est pas du tout une problématique antique. Un autre élément important que je voulais souligner d'emblée, c'est que les chefs dans l'Antiquité, ce sont des chefs politiques et surtout militaires. Les leaders d'aujourd'hui, quand on parle de leaders, on pense surtout à des personnes de la société civile, des grands dirigeants d'entreprise, on pense aussi à des hommes politiques, mais voilà, ça c'est quelque chose d'assez neuf. C'est lié à la place de l'entreprise aussi dans la vie de chacun. Et voilà, c'est quelque chose qui aurait sans doute surpris les anciens. Et puis un dernier élément qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que la relation surnaturelle n'est pas la même dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Donc ça a aussi un impact sur l'art de diriger. Alors quelques exemples. Alors par exemple, à l'époque, la distinction entre les personnes réelles, enfin, les dirigeants et les divinités, est parfois floue. Parce qu'il peut... donc, par exemple, Alexandre le Grand, il a beaucoup reproché de se prendre pour un dieu. Et de fait, il a considéré, enfin, il s'est donné le titre de fils de Zeus, et ça a posé beaucoup de problèmes à ses troupes qu'il voyait plutôt comme un de leurs égaux. Et par la suite, après sa mort, il a été divinisé, son corps a été exposé un peu comme celui de Lénine sur la place Rouge, dans un sarcophage à Alexandrie, les gens venaient le vénérer, et l'empereur Auguste, quelques siècles plus tard, est venu lui aussi vénérer le corps d'Alexandre. Donc, Jules César, par exemple, revendiquait aussi le fait de descendre de Vénus, et Auguste et tous ses successeurs ont été divinisés aussi après leur mort. Donc ça, maintenant, c'est de façon générale, alors pas toujours, mais c'est quand même passé de mode chez nos dirigeants contemporains. Un autre élément qu'on pourrait souligner, c'est par exemple, j'imagine que une bonne part de votre travail consiste à prendre des décisions, à décider qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, c'était bien sûr le cas pour les dirigeants dans l'Antiquité. Alors on a quelques exemples. Alors si je prends il y a toutes sortes de maximes, de préceptes qui nous viennent de grands dirigeants. Alors, par exemple, Auguste, donc le fondateur de l'Empire romain, aux alentours de l'an 0 de notre ère, aimait à dire qu'il faut être extrêmement prudent avant de prendre des décisions, et il comparait les personnes qui risquent beaucoup pour gagner peu à des pêcheurs qui pêcheraient avec un hameçon d'or. C'est une image assez frappante. L'idée, c'est que si on perd l'hameçon d'or, on ne pourra jamais de toute façon rattraper en poisson la valeur de l'hameçon d'or. Il aimait à dire qu'il faut se hâter lentement, avec un grand dirigeant et quelqu'un qui est extrêmement prudent. C'est aussi le cas d'un dirigeant comme Périclès aussi, donc un grand dirigeant athénien du 5e siècle, qui considérait qu'une de ses grandes forces était justement d'être très prudent et d'être très vigilant sur la vie des soldats athéniens. Donc, diriger, hier comme aujourd'hui, c'est être prudent, c'est évaluer les risques, mais c'est aussi savoir trancher. Et donc là, on a je ne sais pas si d'ailleurs l'expression trancher vient de cette anecdote, mais il y a cette histoire célèbre d'Alexandre le Grand qui s'apprête à 22 ans à envahir l'Asie. Il a traversé l'Hellespont à l'endroit d'Istanbul, et maintenant il est en Asie. Et il y a un sanctuaire au centre de la Turquie, pas très loin d'Ankara, qui s'appelle Gord. Et il va là-bas, et là-bas il y a un char de guerre où il y a un nœud impossible à dénouer. Et il y a une prédiction qui dit que la personne qui va arriver à le dénouer sera le maître de l'Asie. Et donc il essaye un peu, il n'arrive pas, il s'énerve, et il prend son épée et il tranche le nœud. Et donc il a su trancher, et en considérant que par là, il avait accompli la prédiction.
Donc voilà, il faut savoir évaluer les risques avant de décider, il faut aussi à un moment donné savoir trancher et avancer, et Alexandre le Grand poursuit sa conquête, mais en même temps, très souvent pour les anciens, il faut aussi consulter les dieux. Alors ça c'est des pratiques qui sont aujourd'hui passées de mode, alors ça veut dire consulter des oracles, alors par exemple à Delphes, le sanctuaire de la Pythie, donc on va voir la Pythie, on lui pose une question, et en fonction de sa réponse, eh bien, on oriente son action. On peut aussi... alors, on parle souvent aussi, on dit souvent aujourd'hui que le leader doit avoir une vision. Alors, les dirigeants antiques avaient des visions au sens propre qui les aidaient à décider. Alors, par exemple, ils avaient des rêves avant de prendre une décision. Alors, il y a beaucoup d'exemples en la matière, mais par exemple, Xerxès, donc un souverain persan, perse qui hésite à envahir la Grèce, et il a un rêve, il a un homme d'une grande taille, d'une beauté merveilleuse qui lui apparaît dans son sommeil et qui lui dit d'y aller. Or c'était un songe trompeur en l'occurrence, et il aurait mieux fait de ne pas aller puisqu'il perd la guerre par la suite. On a souvent comme ça des personnages qui apparaissent au moment de grandes décisions. Un autre exemple, c'est, vous connaissez l'expression de franchir le Rubicon, et donc là ça vient de César, donc il s'apprête à franchir un petit ruisseau qui sépare la Gaule de l'Italie. Le fait de franchir le ruisseau, c'est déclencher la guerre civile, c'est se rebeller contre le pouvoir en place à Rome, et au moment de le franchir, il voit là encore un homme de grande taille qui joue de la flûte. Enfin, c'est un peu étonnant pour nous comme vision, mais ça devait lui parler. Cet homme se lève, arrache la trompette d'un de ses soldats et franchit le fleuve. Et donc César considère que voilà, c'est un prodige qui confirme qu'il fait bien de prendre cette décision. Alors on peut aussi observer des oiseaux. Donc, on regarde est-ce qu'ils volent à droite, est-ce qu'ils volent à gauche, est-ce qu'ils crient, est-ce qu'ils crient pas. Donc ça c'était des éléments qui étaient pris en compte. On peut, là c'est plus perturbant pour nos sensibilités contemporaines, on peut aussi sacrifier des oiseaux, sacrifier des animaux. Donc on regarde dans les entrailles des animaux sacrifiés ce qu'on y voit. Alors c'était beaucoup pratiqué dans l'Antiquité. Par exemple, au point que certains empereurs, comme l'empereur Julien au IVe siècle, immolaient tellement de bœufs que ses contemporains ironisaient sur le fait que bientôt les bœufs allaient manquer dans l'Empire romain s'ils continuaient comme ça. Aussi les éclipses de lune, par exemple, qui pouvaient être interprétées. Donc voilà, tout était matière à interprétation, et tout ça était lié un peu à un rapport surnaturel, on pourrait dire, qui était vraiment différent du nôtre. Donc, bon, ça, c'est les éléments, quelques éléments quand même, pour pas dire que tout était pareil avant. Alors maintenant, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous rapprochent, qui rapprochent les leaders d'aujourd'hui des grands dirigeants d'autrefois. Alors, quelques-uns. Alors, si on regarde au niveau des motivations, qu'est-ce qui fait qu'on veut être dirigeant? Il y a d'abord, il faut le vouloir. Il faut vouloir gravir la hiérarchie et arriver au sommet. Donc, c'est aujourd'hui une grande motivation qu'on retrouve très souvent chez les managers. Et là, on a par exemple le cas d'une anecdote, différentes anecdotes sur César. Par exemple, César se promène dans une bourgade, une petite ville dans les Alpes, très pauvre, et il explique à ses compagnons qu'il préfère être le premier dans ce village qu'être le second à Rome. C'est une façon de dire les choses. Et puis, à peu près à la même période, ses amis, César était encore un soldat, un officier, mais pas encore obscur. Ses amis le retrouvent en train de pleurer, et il pleure parce qu'à son âge, leur explique-t-il, Alexandre a déjà conquis le monde, et lui n'a encore quasiment rien fait. Alexandre a conquis le monde à 25 ans. Il faut le vouloir. Alors il y a un autre argument qui est souvent invoqué par les dirigeants, c'est le souci du bien commun. Alors là, on a cette métaphore du bon pasteur qui revient souvent. On la retrouve chez Homère, par exemple, dans l'Iliade ou l'Odyssée, pour diriger. Enfin, les dirigeants sont qualifiés de bons pasteurs. Donc on voit l'image qui est derrière, c'est de s'occuper et prendre soin de son troupeau, qui a été reprise ensuite qu'on retrouve aussi dans un contexte religieux. Et puis,
Voilà, être un dirigeant, enfin, pour être un dirigeant, il faut aussi une énergie exceptionnelle. Donc, enfin, il faut en tout cas beaucoup d'énergie. Et les plus grands dirigeants, comme César ou Alexandre, qui sont un peu les deux grands dirigeants pour l'Antiquité, qui ont souvent été rapprochés. Alexandre, le dirigeant type modèle pour les Grecs, et César pour les Latins, avaient déployé tous les deux une énergie exceptionnelle dans leur activité. Alors César, par exemple, était capable de dicter 7 lettres en même temps. Il pouvait en dicter 4 tout en chevauchant, apparemment. On a plein de petits détails comme ça qui sont passés. Il dormait toujours en litière ou à cheval. Enfin, il déployait une énergie qui a frappé ses contemporains. Et Alexandre le Grand, donc à 22 ans, il arrive à convaincre 35 000 soldats plus âgés que lui de traverser la mer et d'aller envahir l'Asie. Et il arrive à les mener une série ininterrompue de combats pendant 10 ans à conquérir le monde. Donc on voit suppose bien on voit bien ce que ça peut supposer comme énergie. Alors un autre élément qu'on va retrouver dans les textes, c'est que quelque part diriger, c'est aussi un sacerdoce. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça n'est pas fait pour tout le monde. Alors il y a cette idée qui revient dans plusieurs textes que diriger quelque part c'est une épreuve, au sens où ça montre un peu qui on est. Donc on va retrouver ça chez Sophocle, chez Plutarque, enfin, chez différents auteurs. Ils disent que finalement on ne connaît bien quelqu'un que quand on l'a vu diriger, que quand on voit quand il se comporte, quand il est face à une équipe. Donc c'est une idée assez intéressante et toujours assez pertinente, me semble-t-il. Diriger, c'est souvent aussi difficile parce que on peut avoir la haine pour salaire. C'est ce que dit quelque part dans un discours Périclès, par exemple, au 5e siècle. Il dit, voilà, ceux qui dirigent s'exposent à la haine, à l'envie. Je sais que ça fait partie de mes tâches. C'est diriger, alors c'est vrai peut-être encore plus pour les hommes politiques, mais pas uniquement. C'est aussi vivre en permanence sous le regard des autres et d'être quelque part toujours sur scène. Donc il y a aucun détail de la vie privée, enfin jusqu'à un certain point, n'est inaccessible aux autres. Et donc les dirigeants, depuis toujours, soignent beaucoup leurs apparences. Donc on a par exemple des éléments sur Cyrus le Grand, qui est un peu le grand prédécesseur d'Alexandre, qui est le souverain de l'Empire perse. Et lui, par exemple, portait recommandait à ses N-1, dirait-on aujourd'hui, de porter des talonnettes pour avoir l'air plus haut, de se farder les yeux, de se maquiller, de ne pas se retourner, de ne pas se moucher, enfin de se comporter de façon très digne, de façon à suggérer qu'ils sont des êtres un peu exceptionnels, et de façon générale être très très vigilants sur leur apparence. Alors, bon, ça c'est sur les motivations, donc qu'est-ce qui pousse à être un dirigeant, qu'est-ce qui est difficile aussi dans l'art de diriger. Il y a aussi cette question que se posent les anciens, c'est comment devenir un chef. Alors il y a un texte assez amusant de Plutarque qui dit qu'il y a deux façons de faire. Soit on s'attache à quelqu'un qui est déjà un dirigeant reconnu, quel que soit le domaine, et on s'attache et on grandit avec lui. Et il compare ça aux lierres qui entourent un arbre. Soit on s'impose d'emblée par un coup d'éclat. Donc voilà, c'est des options qu'on peut retrouver. Il recommande plutôt celle du lierre qui est moins risquée. Il y a une autre façon de devenir un chef, c'est dans le cadre de la succession du leadership. Donc ça, c'est une préoccupation constante des dirigeants, c'est qui ils vont laisser le pouvoir quand ils changeront. Alors là, l'exemple type, si je puis dire, de ce qu'il ne faut pas faire, nous est fourni par Alexandre le Grand. Donc, il est mort très jeune, à 33 ans. Il ne s'attendait pas du tout à mourir. Il a été emporté par une maladie, peut-être la malaria, on ne sait pas exactement. Et il est sur son lit de mort, et il y a tous ses généraux autour de lui. Et il sait qu'il va mourir, il donne ses dernières recommandations. Et alors, un des généraux particulièrement en vue lui dit, voilà, Alexandre, à qui laisses-tu l'Empire? Et il répond, au meilleur. Et il meurt.
Et il s'en suivit 40 ans de guerre civile épouvantable. Son empire s'est déchiré. Enfin, ça a été à ne pas faire. Alors ensuite, bon, quelques éléments sur les compétences. Voilà, on peut retrouver des équivalents de compétences. Donc, les compétences, voilà, c'est des comportements, un ensemble de comportements cohérents. Et il me semble qu'on peut retrouver chez les dirigeants antiques un ensemble de compétences qu'on recherche toujours aujourd'hui. Alors, notamment, il faut avoir une certaine capacité de jugement, une capacité à prévoir l'avenir. Alors ça, c'est quelque chose pour lequel Périclès était très, par exemple, les historiens parlent de cette capacité de Périclès à envisager l'avenir, à prévoir l'issue de la guerre, et on se rend compte que même après sa mort, il est mort de la peste à Athènes au début de la guerre contre Sparte, toutes ces prédictions ont fini par se réaliser. Le jugement, c'est aussi savoir écouter les autres. Donc il y a tout un traité, par exemple, sur l'art d'écouter de Plutarque, et où il dit toutes sortes de choses. Il dit que, par exemple, il compare une conversation avec quelqu'un à la paume, on dirait aujourd'hui au tennis. Non seulement il faut envoyer la balle, mais il faut aussi savoir la recevoir. Où il dit, par exemple, une métaphore très simple et visuelle, il dit, voilà, si on a deux oreilles et une bouche, c'est bien la preuve qu'il vaut plus écouter que parler. Un dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui sait être bienveillant avec ses soldats, qui sait les valoriser. Alors dans certains cas, il faut être sévère. On a cette idée qui revient souvent que dans le danger, peut-être qu'il vaut mieux un chef sévère, il va plus se rassurer. Mais sinon, quelqu'un comme César était connu pour être très bienveillant, très généreux avec ses troupes. Alors il fait l'équivalent de ce qu'on appelle des citations à l'ordre de l'armée. Alors il parle de ses soldats, de soldats qui se sont particulièrement distingués dans sa guerre des Gaules, puisque avec César, on a un texte que lui-même a écrit, donc il nomme des centurions qui étaient particulièrement courageux, donc c'est une façon de les valoriser. Il les appelle ses compagnons. Voilà, donc il y a plein de petits éléments. Il distribue ses richesses, il a une rémunération financière, donc il y a plein d'éléments qui font qu'un dirigeant, c'est aussi quelqu'un qui sait valoriser ses compagnons. Un dirigeant, c'est quelqu'un qui sait décider, on en a parlé. C'est quelqu'un qui sait organiser et contrôler l'exécution des tâches. Donc là, il y a un certain nombre d'anecdotes là-bas. Il y a un proverbe cité par Aristote, notamment, où il dit que, donc c'est un proverbe dans un contexte agricole, il dit que ce qui engraisse le plus un cheval, c'est l'œil du maître. Voilà, donc c'est quand le maître, le propriétaire, c'est si le propriétaire va jusque dans l'écurie, voir où en est le cheval, etc., qu'en fin de compte, le cheval va prospérer. Et s'il fait ça à distance, s'il ne vérifie pas lui-même ce qu'il en est, eh bien, il risque de dépérir. Donc, c'est une image assez parlante. On a d'autres anecdotes, je ne vais pas toutes les citer, mais de Cyrus, qui est encore ce grand empereur, qui, c'est un peu compliqué, mais il était enfant, il avait été caché à sa naissance. Et en fait, il est reconnu comme étant Cyrus, le fils de son père, parce qu'il organise, à 8 ans, il organise les jeux des autres, et il se crée des messagers, des officiers, il assigne des rôles en fait, à chacun des enfants avec qui il joue, et de façon si précise et pertinente qu'on se rend compte que voilà, c'est un chef, et c'est lui qui va devenir le futur dirigeant. Alors, une idée très importante dans l'Antiquité, c'est que le chef, alors c'est surtout vrai dans un contexte militaire, mais pas seulement, c'est que le chef, c'est celui qui donne l'exemple. Le chef, comme César, Alexandre, Julien, c'est souvent celui qui se bat en première ligne face à l'ennemi. Alors, on a des anecdotes rapportées par César, donc plutôt tendance évidemment à se mettre en valeur, mais il est dans des batailles avec des guerriers particulièrement féroces. Les choses tournent mal, alors il s'empare il arrache un bouclier à un soldat, il monte en première ligne, et évidemment ça redonne courage à tout le monde. Alexandre fait très souvent ça. Alors à la fin de sa vie, dans un discours, il explique que tout son corps en fait est couvert de blessures, parce qu'il a passé son temps à donner de sa personne. Et il y a un certain nombre d'empereurs, Julien par exemple, qui est très concrètement mort au combat, au premier rang contre les ennemis. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Un dirigeant, c'est aussi celui dans l'Antiquité qui sait gérer les conflits dans son équipe.
là, c'est même un poète, Hésiode, dit que c'est un don divin fait par les muses aux dirigeants de savoir, par leurs paroles, apaiser les conflits dans leur cité. Et puis enfin, un dirigeant, je terminerai là-dessus sur l'art de diriger, c'est quelqu'un qui inspire ses troupes, qui inspire confiance. Quelqu'un comme César, on lui reconnaissait que avec lui, c'est des hommes qui à la base ne sortaient pas forcément du rang, se dépassaient et allaient vraiment au-delà de leur force. Il y a toutes sortes de récits sur des soldats de César complètement fanatisés. On a l'impression qu'ils sautent seuls sur un bateau, sont tranchés la main et arrivent avec un bouclier à se débarrasser de tous leurs adversaires. Enfin bon, c'est un exemple un peu extrême, mais voilà, cette idée que le dirigeant, c'est quelqu'un qui inspire et qui amène les autres à se surpasser. Et alors pour inspirer, un élément, et là transition pour l'autre livre, il faut aussi convaincre. C'est évidemment c'est comme ça qu'on le fait. Le grand dirigeant, le dirigeant de façon générale, c'est quelqu'un qui sait convaincre son équipe. C'est aussi quelqu'un qui, très concrètement, prend la parole. Donc ça, c'est sans doute un aspect par lequel on est vraiment relié à la civilisation gréco-romaine il y a 2000 ans. C'était une civilisation où la parole était reine et hier comme aujourd'hui, les hommes politiques, les dirigeants dans les entreprises, à un moment donné, sont ceux qui prennent la parole. Ils prennent la parole pour parler de l'avenir, tracer des perspectives, pour évoquer le passé, tirer un bilan, pour remercier quelqu'un qui part, toutes sortes de raisons. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise une certaine rhétorique. Alors, donc, quelques mots sur la rhétorique. Donc, la rhétorique, c'est l'art de la parole. Alors, c'est important de garder en tête que l'art de la parole, c'est quelque chose qui a été particulièrement théorisé et qui a eu une grande importance dans la civilisation gréco-romaine. C'est né en Sicile, mais ça s'est surtout développé à un endroit très précis, dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Périclès. Et c'est quelque chose qui est lié à la démocratie. Donc pourquoi ? Parce que pourquoi convaincre si on peut contraindre ? C'est quand on est obligé de convaincre les autres pour les amener à faire ce qu'on veut, que le besoin se fait ressentir, d'édicter des règles, de réfléchir à ce mystère de la persuasion qui est finalement d'arriver à faire en sorte que quelqu'un pense quelque chose qu'il ne pensait pas initialement. Ça reste quelque chose d'assez extraordinaire. Et évidemment, si on peut contraindre les personnes, les obliger à le faire, ça n'a pas vraiment de sens de se poser cette question. Et donc, d'ailleurs, la rhétorique est si bien liée à l'art de diriger que ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte la formation initiale pour les dirigeants antiques, c'était dans les grandes écoles de rhétorique qui existaient de par le monde. C'est un peu l'équivalent, on pourrait dire, de nos grandes écoles ou universités. Alors, comment convaincre ? Et là, ce sont les étapes qui sont détaillées dans ce livre. Alors, les anciens la rhétorique dit qu'il faut s'y préparer, très simplement. Ça ne s'improvise pas. Et il faut s'y préparer en suivant un certain protocole. Il y a un ordre à suivre. D'abord, il faut trouver quoi dire. Donc, c'est ce qu'ils appelaient l'invention, donc trouver les idées, de quoi est-ce qu'on va parler. Il faut ensuite insérer ces idées dans un ordre cohérent, donc ce qu'on appelle la disposition, donc faire un plan. Donc là, ces deux premiers éléments, on pourrait dire que c'est un peu le fond de ce qu'on va dire. Et puis, il y a la forme. Donc il faut ensuite, troisième étape, mettre des mots sur ces idées, ce qu'on appelle l'élocution. Et enfin, se préoccuper du ton et des gestes quand on parle. Alors, dans le livre, j'ai fait le parti pris d'associer chacune de ces parties à un grand théoricien, praticien de la rhétorique antique. Et alors le premier, je vais donner quelques citations. Le premier, c'est Aristote, donc, qui a beaucoup réfléchi sur la question de l'invention, la question de quelles idées faut-il mettre dans son
discours pour être convaincant. Alors, il distingue trois grandes idées, trois grandes preuves, des éléments qui vont persuader. Il y a d'abord la persuasion logique, donc les arguments, quels arguments vous employez, est-ce que vous allez vous servir d'exemple, de comparaison, est-ce que c'est un argument d'autorité. Moi, j'ai telle ou telle expérience, j'ai telle ou telle expertise, et donc je sais de quoi je parle. Enfin, voilà, toute une série d'arguments qu'on peut utiliser. Il y en a un autre argument. Après, ça c'est de la persuasion logique, et puis après il y a des arguments qui sont plutôt de la persuasion morale, on pourrait dire. Là, il y en a deux. Le premier, c'est d'agir sur l'état d'esprit de l'auditoire, donc comprendre dans quel état d'esprit est son auditoire. Est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il a besoin d'être rassuré, enfin, voilà. Est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il y a tous les éléments qu'on peut avoir, donc Aristote les liste, et réfléchir à des façons d'agir sur cet état d'esprit. Puisque si on arrive à mettre son auditoire dans un état d'esprit qui vous est favorable, cet auditoire va vous faire confiance. Et puis, il y a un dernier élément, c'est sur lequel je vais m'attarder un petit peu, qui aide à persuader, c'est l'image que vous donnez de vous-même en tant qu'orateur. Aristote dit que quelque part, c'est ça qui est le plus persuasif, c'est ce qui marche le mieux, même si lui préférait que ce soit l'argumentation qui suffise. Mais il dit concrètement, c'est l'image que donne l'orateur, c'est est-ce que cette personne inspire confiance, qui fait que le fait qu'il ait une autorité, qui fait qu'il va persuader. Et donc, on le sait un peu dans la pratique, quand on a une image, mettons a priori de quelqu'un, ça va avoir un impact très fort sur ce qu'il va dire. La même chose dite par quelqu'un de différent, on n'écouterait pas de la même façon. Et donc ce qui est important, c'est quelle image on va dégager de soi-même au cours d'une intervention. Alors il donne quelques recommandations, il dit que, par exemple, que pour inspirer confiance, pour dégager une image qui va convaincre, il faut montrer qu'on a du bon sens, qu'on a les idées claires, il faut peut-être le dire, il faut aussi le démontrer quelque part par ce qu'on dit. Il faut aussi montrer qu'on est quelqu'un de juste, alors qu'on agit dans le respect des valeurs de son organisation, qu'on est quelqu'un d'honnête, qu'on est un sage. Alors là, je pense par exemple au discours de Steve Jobs, par exemple à Stanford, où il se présente comme un sage, il donne une sorte de bilan de sa carrière, une leçon de résilience sur ce qu'il a pu faire dans sa vie. Être juste, être honnête aussi. Et puis un autre élément qui va inspirer confiance, c'est la bienveillance. Donc, le simple fait d'affirmer à vos auditeurs, par exemple au début d'un discours ou d'une présentation que vous leur voulez du bien, ne serait-ce que ça, c'est quelque chose qui contribue à vous rendre sympathique, parce que l'auditoire est très vigilant à la façon dont l'orateur lui parle. Donc c'est pour ça que beaucoup de discours commencent par chers collègues, mes amis, enfin, ce genre de choses. Donc c'est une question qu'on peut se poser quand on écoute un orateur, quel qu'il soit, c'est quelle est l'image qu'il donne de lui-même, soi-même se poser cette question, quelle image je donne de moi-même quand je convainc, et dans quelle mesure est-ce que c'est quelque chose qui peut m'aider à convaincre et sur lequel je peux travailler. Alors, un autre élément, il y a encore quelques minutes, quelques éléments. Un autre élément, donc, on l'a vu, la deuxième étape, c'est la disposition, c'est le fait de faire un plan. Donc c'est très important. Alors, il y a Quintilien, un grand professeur de rhétorique, il dit qu'un discours privé de plan est condamné à se précipiter tumultueusement, à flotter comme un navire sans gouvernail. Il dit encore que si on prend la parole sans avoir vraiment préparé son plan, on est un peu comme un voyageur qui erre dans la nuit et qui se perd, qui revient sur ses pas. Et donc il y a quatre grandes étapes dans un plan. Il faut d'abord réussir son entrée en matière, ce qu'on appelle l'exorde. Il faut présenter son sujet clairement, il faut ensuite argumenter, et puis il faut conclure en beauté. Donc, pour réussir son entrée en matière, Quintilien souligne que c'est très important, d'autant que se troubler et manquer de mémoire, au début d'une prise de parole, ça produit un effet particulièrement fâcheux. Et il n'y a qu'un mauvais pilote qui fasse naufrage en sortant du port.
il y a là-dedans les plus grands orateurs comme Démosthène, qui est un peu l'orateur type grec, ou Cicéron, le modèle des orateurs latins, ont tous les deux aussi vécu des moments un peu difficiles dans des discours. Donc, et Cicéron d'ailleurs revient sur l'idée que avoir le trac avant un discours ou pendant un discours, c'est tout à fait normal. Et quelque part, c'est aussi la preuve qu'on est un bon orateur, puisque ça veut dire qu'on sait que c'est difficile de convaincre les autres et qu'on est un peu effrayé par ça. Donc, comment faire pour réussir son entrée en matière? Donc, il y a beaucoup de procédés, je ne vais pas entrer dans le détail, mais par exemple, typiquement, on peut plaisanter. Alors, il y a un exemple, ici, on parlait tout à l'heure des hommes et des femmes parmi les dirigeants. Donc là, il y a Marguerite Yourcenar, par exemple, commence son discours de réception à l'Académie française, où elle est la première femme reçue, par un mot tout simple, messieurs. Donc, tout de suite, ça fait rire son auditoire. Bon, et puis il y a deux moments très importants dans un discours, c'est l'introduction et puis c'est la conclusion. Et là, un conseil qui revient souvent, c'est celui de vraiment travailler sa conclusion, de conclure en beauté. Et comme dit Quintilien, tous les écueils, tous les détroits sont passés, rien ne nous empêche plus de voguer à pleine voile, donc de prendre de la hauteur. Donc on a tous en mémoire peut-être des fins de discours particulièrement élevées, où l'auditoire, où l'orateur prend vraiment de la hauteur. Alors quelques mots sur l'élocution, c'est-à-dire le fait de mettre des mots sur des idées. Donc là, il y a beaucoup de procédés qui existent, que je rassemble en 7 grands procédés. Donc alors simplement le fait de se répéter, ça c'est quand on regarde des discours, c'est un procédé très simple, et de ne pas hésiter à se répéter. Alors on connaît le Yes We Can de Barack Obama, ou alors l'anaphore présidentielle, enfin de François Hollande en 2012, moi président. C'est un procédé tout simple, mais très, très efficace. On peut aussi briller par ces métaphores. Alors Cicéron compare les métaphores à des étoiles qui répandent sur le style un éclat merveilleux. Donc voilà, des métaphores très efficaces auxquelles vous pensez. Alors par exemple, je sais pas, Nelson Mandela, la nation arc-en-ciel. Donc c'est tout simple, mais ça marque l'auditoire. Donc peut-être essayer de réfléchir avant une prise de parole à quelques métaphores qui condensent le propos et qui vont marquer l'auditoire. On peut aussi donner de l'ampleur à ce que vous dites. Donc ça peut être faire des gradations, prendre de la hauteur, énumérer. C'est très simple. Utiliser des oppositions, souligner des oppositions entre telle ou telle chose. Poser des questions à l'auditoire. Donc là aussi, c'est très efficace. Donc, il y a beaucoup de façons de faire qui vont permettre que le discours soit particulièrement efficace. Et puis, pour terminer avec ce qu'on appelle l'action. Donc l'action, c'est le même mot que acteur. Un bon discours, un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait jouer du ton, qui sait de la voix, et qui sait avoir une bonne gestuelle. On a par exemple fait une anecdote avec Démosthène, où un homme vient le voir pour lui demander de prendre sa défense, parce que Démosthène était avocat, et Démosthène lui dit, voilà, ce que vous me dites n'est pas vrai. Et alors l'homme prend un ton beaucoup plus haut et lui dit, quoi Démosthène, je n'ai pas été battu, parce qu'il a été battu. Et Démosthène répond, maintenant je reconnais la voix d'un homme qui a été maltraité. Et il dit ça pour montrer que le ton et la gestuelle sont particulièrement importants, c'est un élément crucial pour convaincre. C'est d'autant plus important que dans l'Antiquité, alors ça va peut-être un peu moins maintenant, mais aujourd'hui, quand on s'exprime, souvent, soit c'est un auditoire réduit, soit s'il y a plus de monde, c'est avec des micros. Donc à l'époque, il faut se représenter des scènes qui nous paraissent un peu folles, mais on a un orateur, par exemple à l'Assemblée grecque, c'est au sommet d'une colline à Athènes. Il fait très chaud, il y a du vent, il y a des cigales, et puis il doit parler devant 6000 personnes, parce que c'est le montant minimal le nombre de personnes minimal pour que les décisions de l'Assemblée soient entérinées. Et il doit parler à 6000 personnes, et il doit les persuader sur le moment, parce qu'il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de concertation, ça se fait au vote à main levée ensuite. Et donc voilà, il y a des exigences qui sont très élevées. Et donc,
avec ça. Donc c'est très important pour la voix de parler fort, de mettre le ton, de savoir insister sur certains mots. Donc je vous invite par exemple à regarder des discours sur des dirigeants sur YouTube ou ailleurs, et à être particulièrement vigilant à ces aspects-là, sur quels mots ils insistent, comment est-ce qu'ils varient le rythme. Le fait de jouer sur les silences, c'est très important avant de prendre la parole, pendant la prise de parole, ne serait-ce que pour laisser à l'auditoire le temps de réagir, de comprendre ce qu'on vient de dire. Et puis pour la gestuelle, c'est très important, soulignent les anciens, d'avoir un visage très expressif, de sourire. Le regard est très important aussi. On considère que pour Cicéron, la nature nous a donné les yeux pour exprimer ce que nous sentons, comme elle a donné la crinière au lion, par exemple. Et puis, il y a cette idée qu'il faut aussi savoir faire des pieds et des mains pour convaincre, il faut savoir se déplacer, il faut jouer de ses mains. Obama le fait très bien, par exemple, pour accentuer ce qu'on dit. Et être vigilant aussi, par exemple, à ces tics gestuels éventuels. Et puis je terminerai avec une phrase de Quintilien qui résume un peu tout ce qu'il faut avoir en tête avant de prendre la parole. Donc au moment de parler, l'orateur doit considérer ce qu'il a à dire, bon, voilà, les idées, devant qui, pour qui, contre qui, à quel moment, en quel lieu, dans quelle conjoncture, quel contexte, ce qu'on dit dans le public, ce que pense vraisemblablement le juge avant de nous entendre, puisque nous avons à désirer ou à éviter. Voilà, plein d'éléments qu'on peut réfléchir de façon méthodique pour préparer une prise de parole et convaincre son auditoire. Voilà, je m'arrête là. Merci. Alors, pour ceux qui veulent, il y a un petit drink. Voilà, ici. Je pense qu'on va faire ça ici, donc vous êtes les bienvenus pour boire en verre, poser des questions. Oui, c'est des questions, bien sûr. Vas-y, oui, bien sûr. Juste en termes de quand on s'adresse à un public qui a une culture différente, par exemple la Chine, etc., est-ce que les codes sont différents aussi? Est-ce que vous avez regardé un peu ça? Voilà. À l'époque, les contacts des anciens avec la Chine étaient nuls. Mais c'est vrai que je suis d'accord, en effet, il y a cette idée qu'il faut, c'est une idée qu'on trouve chez Aristote, c'est qu'il faut, pour convaincre, il faut s'appuyer sur des idées, des ressorts qui sont déjà présents chez son auditoire. Donc il faut vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre, comprendre quels sont les arguments qui vont être les plus percutants, comprendre quelle image il faut donner. Est-ce qu'il faut avoir une image très assertive ou plus simple, et puis aussi quel est l'état d'esprit de l'auditoire. Ça, je pense que ce sont des éléments pour une culture différente qu'il faut pouvoir ajuster. J'ai une petite question qui est peut-être connectée. Maintenant, dans les cours de communication efficace, beaucoup des gens parlent beaucoup de l'importance de l'engagement des gens avec qui tu parles, en effet. L'engagement Oui, engagement, par exemple, de poser quelques petites questions avant de commencer le discours, des choses comme ça, pour engager un petit peu les gens et pour capturer l'attention, pour connaître peut-être un peu mieux qu'est-ce qu'il veut entendre enfant. Et est-ce que c'était le point aussi dans le discours ancien, ça arrive avec, comme vous avez dit, avec l'égalité plus haut dans la société aujourd'hui? Je dirais que oui, c'est un conseil qui est aussi donné par les anciens. Alors pour plusieurs raisons. D'abord pour bien comprendre son auditoire, c'est aussi une façon de comprendre leurs attentes, comme vous le disiez. Aussi parce que poser des questions, c'est une façon d'interpeller, de réimpliquer en effet les personnes. Et puis c'est une façon de les marquer, d'attirer leur attention aussi, peut-être de les réveiller si l'attention est diminuée. Donc en effet, oui, c'est un conseil qui revient. C'était toujours expliqué. Et selon vous, qui sont les meilleurs orateurs en France en ce moment? Moi, je retourne la question pour ça. Qu'est-ce que vous diriez sur un tour de table rapide?
En J'ai général, entendu le discours de Faber, par exemple. Voilà. Ça me semblait engageant. moi, c'est un discours que j'ai pris celui de Faber, en effet, parce que ça, comme exemple pour ici, parce qu'il m'a semblé qu'il avait beaucoup marqué. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous diriez, vous, comme discours en français qui vous aurait beaucoup marqué, pour poser une question, justement? Je suis pas française aussi, mais je veux juste me Macron, voilà, c'est ça. Oui. Il est pas mal. Il est jeune, il utilise ça, il utilise plus des émotions que les autres, il est un peu plus, c'est pas joyeux, mais il bouge un peu plus que les autres, il est un peu plus vivant, voilà, comme ça. Donc, c'est lié à sa gestuelle. Hein, ça, Oui, exactement. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous aviez un nom Voilà, un pas français, mais c'est le discours de clôture de Bavard. Oui. Il est vraiment classe et. C'était lié à quoi, par exemple? Il occupait le truc, il était là. De la présence. Ouais, je trouve qu'il y avait de la présence et puis le fond du discours était vraiment, je trouvais ça vraiment bon. Enfin, il n'y avait pas que la forme, il est bon dans la forme. Il y a une manière de capter les silences aussi parfois, mais il y avait le fond. C'était vraiment, donc sur le fond et la forme. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un grand orateur. Oui, en plus, il est fort pour ça, il est formé pour ça. Vous avez d'autres noms qui vous viendraient à l'esprit? Merci beaucoup. Merci. Merci.